je suis Nadia et je vous accueille dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. Grâce à leurs témoignages, vous trouverez du réconfort et de l'entraide dans votre parentalité. Mon but étant de vous emmener dans un monde où les parents peuvent raconter leurs difficultés sans jugement et avec bienveillance. Avant de commencer cet épisode, je vous lis le commentaire de Vio & Co. Avec sa douce voix et sa bienveillance, Nadia aborde les sujets qui se cachent derrière le quotidien des parents, plus ou moins tabous, plus ou moins connus. Merci de rendre visible l'invisible. Merci à toi pour ce commentaire très chaleureux et qui me motive énormément. Et maintenant, place à l'épisode. Chloé est une jeune femme qui travaillait en réanimation néonatale lorsqu'elle met au monde sa fille Mélodie. Son postpartum se complexifie très vite de par les choix qu'elle fait et le peu de soutien qu'elle a. Les injonctions voudraient qu'elle n'ait aucune difficulté, vu qu'elle vivait l'une des plus belles périodes au monde de la vie d'une mère. Et qu'en plus, elle est spécialiste dans le sujet grâce à son métier. Mais tout n'est pas rose, et Chloé voit cette double difficulté l'isoler encore plus, petit à petit, jour après jour. Alors le nom de dépression postpartum ne sera évoqué que 2 ans après, quand Chloé commence à aller mieux. Mais surtout, il sera posé officiellement en tant que diagnostic que 3 ans après par un professionnel de santé. Dans cet épisode, Chloé nous raconte tout son parcours. Comment elle a vécu cette maladie seule, comment elle a découvert par elle-même ce mal qu'on appelle dépression postpartum, et quels ont été les impacts dans sa vie familiale, personnelle et professionnelle. Une expérience qui montre qu'il y a encore beaucoup de travail. Je m'appelle Chloé, je vais avoir 33 ans cette année, et du coup, je suis pacsée avec mon conjoint depuis 4 ou 5 ans. Je suis désolée, je suis trop nulle en date. Il m'en voudrait à mort. Notre fille, du coup, s'appelle Mélodie. Elle est née en janvier 2018, donc elle vient d'avoir 3 ans. Et on a aussi un chihuahua. Il compte. Ça faisait 2 ans qu'on était avec mon conjoint. On habitait ensemble. On était heureux on est toujours, hein, on était heureux dans notre relation. J'étais bien dans mon travail. Je travaillais à l'époque à Robert Debré en réa néonat. J'aimais bien mon travail, j'étais impliquée dans mon travail. On avait un petit peu la belle vie, on vivait tous les deux dans un studio. J'ai beaucoup de recul sur la situation aujourd'hui. Et en plus, de par le DU que je fais, du coup, je fais un DU cette année qui s'appelle psychopathologie périnatale. Du coup, on étudie complètement en fait les mécanismes psychopathologiques de ce qui peut se passer autour de la parentalité et de la naissance d'un enfant surtout. Disons que j'ai un discours du coup qui est assez analytique sur la situation. C'est des services qui sont quand même difficiles. En réanimation, le stress est très présent. C'est des situations qui touchent puisque forcément ce sont des bébés. C'est des situations parfois compliquées. On fait face à la mort, à la vie. Enfin voilà, ce sont des choses qui sont compliquées à vivre. Et je pense que j'étais un peu dans le tourment de tout ça. Et en fait, avec le quotidien, on se laisse porter par tout ça. Mais finalement, quand on y réfléchit, on se dit que oui, des fois, c'est pas toujours, c'est pas toujours facile, quoi. Si je devais résumer ma grossesse, je dirais que non. Moi, j'ai pas du tout aimé être enceinte. J'aimais pas ce que ça faisait à mon corps. J'ai pris 20 kilos. Je suis toute petite, moi, je suis 1m53, donc ça, c'est vite handicapant, en fait. J'aimais bien me dire qu'elle était là, qu'elle grandissait, qu'elle allait bien, la sentir bouger, mais pas forcément pour la sentir bouger, mais juste parce que ça me rassurait de savoir qu'elle allait bien. Mais j'ai pas eu ce truc, je lui parlais, tout ça, mais je me projetais beaucoup dans elle va arriver, elle sera là, ce sera cool. Je me voyais comme un incubateur un petit peu, en fait. Je la faisais grandir et puis après elle sortirait et puis après c'était bon, quoi. Enfin, voilà, je faisais le taf parce qu'il fallait le faire, mais puis s'il y a eu des petits soucis un petit peu, à un moment donné on m'a dit il faut rester allongé, après on m'a dit non c'est bon, après on m'a dit en fait si, en fait non. À la fin de la grossesse j'ai eu de l'hypertension, j'étais quand même pas mal surveillée,
partais souvent aux urgences parce que j'avais une tension très élevée dès le matin. Et puis en fait, à 39 semaines, donc 2 semaines avant le terme à peu près, j'ai rompu la poche des os comme ça un matin dans le lit. Enfin, je me suis, enfin, j'ai entendu paf et je me suis dit oh là, ça c'est c'est pas un coup. Et en effet, c'était ça. Donc j'ai pris ma douche, je me suis rasé les jambes. Mon mec il faisait les, il disait mais qu'est-ce que tu fais là? On y va, on y va. Je dis attends, non, je finis et puis on y va. C'est vrai que moi je me rasais les jambes alors qu'en plus je commençais à avoir vraiment des contractions. Et en plus, ça a servi à rien parce que, enfin, quand on est sorti de la voiture, j'en ai eu jusque dans mes chaussures et tout tellement. Enfin, il y a eu enfin, ça a continué de couler, mais en mode flaque. Je me suis dit, j'ai pris une douche pour rien. Puis j'arrive et puis elle me dit, vous êtes sûre? Oh, bah, demandez à mes chaussures, mais je pense que oui, oui. Je pense qu'on est sûr. L'accouchement, bah, je trouvais que c'était rapide. J'ai rompu la poche, il devait être 6h, 6h30 du matin. J'ai accouché à 15h30 pour un premier. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était très rapide. En fait, ça passait vite, en fait. Après, ça se passait presque trop bien. Du coup, je pleurais parce que ça se passait bien. Moi, c'était un peu l'inverse de tout. Et puis, en fait, j'avais tellement envie qu'elle sorte que je me suis pas trop posé de questions. Quand ça a été le moment de pousser, j'ai poussé comme si, en plus je savais enfin, j'avais pas pris de cours, j'avoue, mais je savais comment il fallait pousser parce que j'avais vu beaucoup de femmes accoucher et j'avais travaillé avec des sages-femmes, donc je savais qu'il fallait pousser, en gros comme pour aller à la selle. Donc d'ailleurs, je les ai prévenus, je leur ai dit, ah, les gars, je vous préviens, je vais tout donner, tant pis ce qui vient, mais je vais tout donner. Je voulais juste qu'elle sorte, en fait, j'en pouvais plus d'être enceinte et j'avais envie de voir ma fille. La petite Mélodie est née. Et comme pour chaque naissance, on connaît tous cet immense amour nouveau qui nous surprend. Et en même temps, ces doutes qui nous envahissent sur les moindres choix. La période de postpartum commence pour Chloé, avec ce premier choix qu'elle doit faire, allaitement ou pas. Et une fois le choix fait, le plus dur est de s'y tenir. Surtout quand commencent les difficultés. Alors, je voulais l'allaiter. Je m'étais toujours dit, enfin moi, c'est pas un truc qui m'attirait vraiment. Et le fait de travailler en fait en néonat, voilà, j'avais vraiment pris conscience aussi, toutes les formations que j'avais eues, de l'importance du lait maternel. Donc pour moi, c'était important qu'elle ait mon lait. Du coup, j'ai fait la tétée d'accueil. Ça a été compliqué de la mettre au sein. C'était un petit bébé, Mélodie, c'était vraiment un petit bébé, elle faisait 2,4 kg. Elle était en forme, hein, mais je pense du coup, elle était fatiguée aussi. Et c'était compliqué de la mettre au sein, bien plus compliqué que ce que je l'avais imaginé. Surtout que je m'étais dit, vas-y, moi c'est mon travail, je fais ça tous les jours. J'aide des mamans à mettre leur bébé au sein tous les jours, ça va être fastoche. En fait, pas du tout. Je me suis retrouvée à avoir besoin d'aide. Du coup, c'était compliqué aussi dans ma tête de me dire j'ai besoin d'aide alors que je suis censée savoir faire. Et donc, elle a fait la tétée d'accueil, on a remonté dans la chambre, j'ai mangé, et en fait, elle s'est réveillée après, elle avait faim. Et j'ai essayé de la mettre au sein, j'y suis pas arrivée. J'ai appelé quelqu'un qui est venu. Je te fais les très grandes lignes parce que j'avoue que même moi, je m'en rappelle pas trop de ça. Et en fait, elle a pris le sein, elle m'a fait enfin, j'ai eu une douleur presque pire que l'accouchement. Et je l'ai presque, je pense, peut-être poussée, enfin, pas violemment, mais j'ai eu un mouvement, et elle m'a dit, mais non, c'est normal que ça fasse mal. Et puis moi, je savais que c'était pas normal que ça fasse mal. Et elle m'a dit, mais si vous la repoussez comme ça, elle va le sentir, elle va croire que vous l'aimez pas. Oh là là, alors là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et puis après, elle a quand même eu des paroles un peu bienveillantes où elle m'a dit, mais vous savez, sinon, enfin, elle m'a dit, mais c'est quoi qui est important pour vous? Je dis, moi, c'est important qu'elle ait mon lait. Après, elle m'a dit, mais sinon, vous pouvez tirer à l'été. Et là, je me suis dit, mais oui, mais t'es con. Je me suis dit, ah bah oui, voilà, c'est ça que je vais faire, super. J'avais le bon compromis, elle était pas à mon sein. Et du coup, au moins, comme elle était petite, je voyais la quantité qu'elle prenait, ça me rassurait. Je trouvais que c'était un bon compromis. Donc j'ai demandé l'ordonnance. Donc je lui ai suffi, enfin, ma production a suffi à ses besoins à partir du moment où on est rentré à la maison. Donc, et ça a duré à peu près 3 mois. Donc je tirais jour et nuit, toutes les 3-4 heures. En plus du coup de lui donner tout ça. Enfin, du coup, c'était c'est une logistique. En fait, le tir à allaitement, c'est difficile parce que c'est une grosse logistique. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation. C'est presque double peine, en fait.
Après, quand mon conjoint était là, il est resté 3 semaines, presque un mois à la maison. C'était voilà, du coup, il prenait le relais avec elle pendant que moi je tirais mon lait. Mais quand je me suis retrouvée seule avec elle à la maison après, en plus j'angoissais beaucoup parce que je me disais, des fois quand je voulais la poser pour tirer mon lait, parce que j'avais pas le choix en plus, enfin il fallait bien que je tire. Elle avait enfin elle voulait pas que je la pose pour tirer mon lait, donc j'angoissais beaucoup aussi par rapport à ça. Ça rajoutait du stress en fait, alors que tu vois une fois on est parti chez ma belle-mère, j'ai oublié le lait. Enfin, j'ai oublié du lait que j'avais tiré. Et j'avais mes seins avec moi, j'avais rien pour tirer, mais finalement je me dis, t'aurais pu la mettre au sein. Mais voilà, j'avais pas ce truc. Enfin, des fois c'était compliqué. Je m'en voulais aussi d'avoir choisi ça parce que je trouvais que c'était compliqué. Mais en même temps, je me disais c'est quand même super ce que tu fais. Mais personne me disait que c'était super ce que je faisais. Tout le monde trouvait ça bizarre que je fasse ça. Donc je me disais mais en fait c'est nul. C'était plein de trucs. C'est une décision que j'avais prise seule en fait parce que finalement je suis la principale concernée. Mais c'est vrai que c'était quand même assez éprouvant et je pense que peu importe dans la maternité ce qu'on fait, je pense que c'est toujours important d'entendre. Ça fait toujours du bien d'entendre c'est bien ce que tu fais ou dis donc tu peux être fier de toi quand même. Enfin c'est quand même chouette plutôt que de voir les regards. Moi c'est un peu bizarre. Pourquoi tu fais ça? Toujours des questions un peu connotées négativement et ça rajoute en fait toujours de la culpabilité, un questionnement, des choses dont on n'a pas besoin parce qu'on est déjà en pleine culpabilité et en plein questionnement pour tout et n'importe quoi. Donc ouais, j'aurais aimé que ce soit valorisé un petit peu plus. D'ailleurs, j'ai compris qu'il y a pas très longtemps, j'ai aussi, enfin j'ai fait enfin j'ai parlé en fait dans le podcast qui s'appelle Jalette Podcast et c'est elle en fait en parlant avec elle qui m'a dit mais en fait c'est génial ta tire elle était 3 mois c'est génial et je m'étais jamais rendu compte de ça. Je m'étais jamais dit oh mais pourtant ma fille a 3 ans qu'en fait c'était plutôt quand même plutôt cool ce que j'avais fait et que c'était assez honorable finalement d'avoir tenu et parce que c'est quand même dur et que oui en fait j'avais aussi allaité ma fille mais d'une autre façon mais je l'avais quand même allaitée. Je m'étais pas rendu compte de ça en fait. Si vous voulez en savoir plus sur cette expérience de tire-allaitement, je vous invite à découvrir cet épisode 19 du podcast J'allaite. Je le mettrai dans la description de cet épisode. Chloé met en avant ici une des raisons qui causent un mal-être chez les jeunes mères, le questionnement culpabilisateur. On le sait, une jeune maman subit un bouleversement hormonal tellement important que les premiers jours du postpartum sont très sensibles. Quand on leur ajoute en plus du stress via des remarques ou questions maladroites, cela peut creuser encore plus la faible estime de soi qu'elles peuvent avoir. Et c'est une des causes de la dépression postpartum. Je dirais que la première, on va le faire chronologiquement parce que ce sera plus logique, mais j'ai été très perturbée dès le début par l'amour extrême que j'ai pu ressentir pour elle dès la première seconde. Ça m'a vraiment perturbée, ça m'a bouleversée en fait. J'en étais retournée, vraiment. Enfin, je la regardais, je pleurais. Je disais, je veux des patchs, je pleurais. Enfin, j'étais très très bouleversée par ça. Et par exemple, le lendemain de l'accouchement, l'interne est venu pour le sculpter. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps, et moi aussi. Et j'étais dans un état de désespoir énorme, et de voir ce que cet enfant me faisait ressentir, c'était dur à comprendre. Je suis quelqu'un d'assez cartésien, j'aime bien comprendre, et là je comprenais pas. J'essayais de lui donner le biberon, elle avait des glaires, j'arrivais pas. Je me disais mais c'est pas possible, je fais ça tous les jours pourtant. Voilà, le fait que ce soit mon enfant et que j'ai cette émotion, cette sensibilité, cet amour envers elle qui fait que tout est décuplé, que tout est différent finalement. J'étais pas préparée à ça. De toute façon, j'étais préparée à rien, clairement. J'étais préparée matériellement, mais je n'étais pas préparée émotionnellement. Je savais physiquement ce qui allait m'arriver en postpartum puisque bah encore une fois, de par mon expérience professionnelle, j'avais travaillé en maternité, je savais qu'il y avait les tranchées, je savais qu'il y avait les lochies, que j'allais perdre du sang pendant X temps. Je savais qu'il y avait la montée de lait, que ça pouvait être très douloureux. J'avais aussi du coup des solutions pour contrer ça. Forcément, il y a des choses physiquement qui m'ont perturbée quand même au niveau de mon périnée notamment. Ça a été un peu compliqué au début, donc il y a des choses quand même qui m'ont posé question, mais moi, vraiment, le gros chamboulement, il était émotionnel, en fait. Il était
J'avais l'impression que plus rien au monde n'existait, que même moi, en fait, j'existais plus. Et puis j'avais cette envie de bien faire tout le temps, être toujours là. Je devais tout faire parfaitement parce que bon après, enfin, je te la fais hyper courte, mais moi en gros j'ai un contre-exemple en fait et maternel et du coup voilà c'était oui c'est presque que je me devais d'être irréprochable et surtout de lui montrer à quel point je l'aimais. Je lui disais que je l'aimais 50 milliards de fois par jour, que je serais toujours là, que j'étais là quoi qu'il arrive. Enfin, c'était quelque chose de très, ouais, de très prenant émotionnellement en fait. En fait, je me suis laissée emporter un peu dans la tempête. Après, elle a beaucoup pleuré. Elle a beaucoup pleuré. Elle a eu un reflux interne en fait. Donc, je me suis pas rendu compte tout de suite parce qu'elle n'extériorisait rien. Enfin, elle régurgitait pas. Donc, du coup, elle a beaucoup pleuré. J'ai essayé beaucoup de choses. Après le portage, elle voulait bien, après elle voulait plus. Je me suis beaucoup posé de questions sur mon lait. J'ai tapé sur Google, est-ce que le lait maternel est assez nourrissant? N'importe quoi, enfin, je pense que voilà, après je l'ai épaissi, ça allait mieux. Enfin, voilà, c'est vraiment, j'étais dans une tourmente, vraiment une tourmente émotionnelle. Je me posais 10 000 questions tout le temps. J'étais jamais sereine. J'avais pas confiance en moi. Je m'étais imaginé que j'allais faire plein de choses. Elle est née en janvier, donc il faisait très froid certes, mais j'avais très peur de sortir. Chaque truc qui sortait un peu de l'ordinaire était un peu une épreuve pour moi. Parce que j'étais pas à l'aise en fait, je pense. C'est pas que j'étais pas à l'aise dans mon rôle enfin dans mon. Oui, c'est ça en fait. J'étais pas à l'aise dans mon rôle de maman. J'étais à l'aise dans le prendre soin d'un bébé parce que je savais donner le bain. Enfin, faire les soins, tout ça, ça me posait aucun problème. Mais j'étais pas à l'aise émotionnellement avec le fait d'être maman. Ça me coûtait beaucoup en fait émotionnellement. C'était. En plus, t'as cette pression des gens autour qui te disent. Mon conjoint il disait à tout le monde, mais c'est bon, Chloé, elle est infirmière en réa, il y aura aucun problème. Elle va gérer, il y aura aucun problème. Je me rappelle d'un jour où pour la énième fois, il avait dit ça et j'ai explosé en fait. Je lui ai dit mais tu te rends même pas compte que en fait, je sais pas en fait. Face à elle, je ne sais rien faire. Enfin, face à elle, je perds tous mes moyens. Je sais même pas. Je me pose des questions que je me serais jamais posées avant ou avec n'importe qui en fait. Du coup, il y a une forme de pression quand même de ne pas faillir en fait. Tu es peut-être moins censé faillir que d'autres personnes finalement parce que toi tu sais. En fait, c'est alors que il y a tellement d'autres choses qui se jouent que du coup oui, tu peux savoir changer une couche à une main et les yeux fermés, mais ça n'empêche pas que quand ton enfant pleure, enfin, ce que tu ressens et ce que ça fait ressortir en toi, ça c'est unique en fait et tu ne peux le vivre qu'avec ton propre enfant, je pense. Et puis tu apprends à être mère avec ton enfant. Chaque enfant est différent et moi, Mélodie, elle m'a beaucoup appris. J'ai appris à me connaître aussi grâce à tout ça parce que il s'est passé des choses très difficiles, mais du coup, moi, j'ai ce recul aujourd'hui de pouvoir voir ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté énormément. Ça m'a coûté aussi énormément, mais ça m'a apporté finalement énormément puisque finalement l'histoire se finit bien. Mais il y a plein de femmes, notamment pour qui l'histoire se finit pas forcément bien. Donc en soi, j'ai eu aussi, je pense, de la chance, mais oui, c'était pas que. En fait, moi, je m'étais dit, eh ben, c'est bon, je vais avoir un bébé, voilà, c'est bon, c'est cool, la vie. Enfin, elle sera juste là en plus. Mais non, en fait, elle était devenue le tout, en fait. Donc, c'était pas juste en plus, c'était le monde a été retourné sur lui-même, en fait. En fait, je pense que de toute façon, je ne voulais confier mon enfant à personne. C'était à moi je l'avais voulu, c'était à moi de m'occuper d'elle, c'était à moi d'assumer. Euh, J'étais pas, c'est sûr que j'aurais jamais pu la laisser, par exemple, j'aurais jamais pu, sauf avec son père, bien évidemment, mais avec quelqu'un d'autre, j'aurais jamais pu. Mais j'ai pas non plus eu autre qu'un relais physique pour le prendre, enfin pour s'en occuper. Je n'ai pas eu
J'étais une des premières de mes amies à avoir eu un bébé. J'ai pas non, enfin non, clairement j'étais seule et je pense que c'était aussi volontaire de ma part, inconsciemment. Je me suis isolée en fait. En fait, ça m'arrangeait bien d'être seule parce que les autres m'agressaient. En fait, c'était compliqué. Déjà que j'étais perdue moi, et en plus quand il y avait d'autres personnes, forcément les autres personnes sont, on est toujours à un moment donné un peu jugeant. Que ce soit par nos regards, par certaines paroles. Par rapport à ça, ça m'arrangeait. Vraiment, les autres, les autres m'agressaient, donc c'était très paradoxal. D'ailleurs, enfin, j'ai cherché. Bon, moi, j'ai compris que après, quand j'ai repris le travail, que ça n'allait pas. Mais même quand j'ai compris que ça n'allait pas, j'ai cherché aucune aide. Mis à part les aides, enfin, j'ai été suivie un petit peu par un psychologue, mais c'est tout en fait. Je me suis pas dit tiens, est-ce qu'il y a une association, tiens, est-ce qu'il y a un groupe Facebook avec des mamans qui ont connu aussi des difficultés. J'en ai parlé à personne en fait. Même je parlais pas forcément de ça à mes amis, un petit peu comme ça, mais plus en tant que tiens, l'autre jour j'ai ressenti un peu ça. Pas en tant que quelque chose de clair et net, de me dire c'est compliqué depuis que je suis devenue maman en fait. Moi j'ai su qu'il y avait une association Maman Blues, ma fille avait 2 ans. Quand je pense que les seules fois où j'ai essayé un peu d'amorcer le sujet, il y a d'autres sujets qui sont venus sur la table. Bah oui, mais du coup forcément, puisque tu veux tout faire toi, parce que tu... Alors qu'en fait c'était tellement bien plus profond, mais du coup les gens ont toujours beaucoup de choses à redire et en fait c'est encore plus blessant parce qu'on se sent encore moins comprise. Mais parce que je pense que c'était pas les bonnes ressources, c'était pas les bonnes personnes, parce que s'il y a des associations pour ça, c'est bien qu'il y a des gens qui sont formés et qui comprennent de façon professionnelle ce qui se joue en fait, parce qu'en fait c'est vraiment des mécanismes psychologiques qui se jouent. Enfin, c'est pas uniquement une difficulté maternelle au sens organisationnel, matériel. Enfin, c'est pas que ça en fait, c'est tout un mécanisme en fait interne qui se met en place. Finalement, je me dis avec du recul, mais en fait, oui, j'étais même presque dans le propre déni de mon mal-être en fait. C'était les autres en fait, mon conjoint notamment, qui me renvoyait parfois en pleine tronche ce mal-être. Ou le jour où j'ai repris le travail, où j'y suis pas arrivée, par exemple, où là je me suis dit ok, bon, ça va pas, mais dès qu'il y a un jour où ça allait mieux, je me disais bon, c'est bon, enfin, de toute façon le problème c'est le travail, j'ai plus envie de faire ce travail-là. Il y avait toujours une bonne excuse en fait, alors que finalement, dans le fond, c'était juste que j'étais hyper mal, j'étais en pleine dépression postpartum, j'avais pas l'accompagnement qu'il fallait parce que je n'ai pas rencontré les bonnes personnes, même au niveau du suivi psychologique. Enfin, j'ai rapidement arrêté. Disons que j'ai fait quelques trucs pour me sentir mieux. J'ai coupé les ponts avec ma mère, tout ça, mais j'ai pas traiter la chose en elle-même. J'ai laissé le temps faire les choses, en fait. Quand ma fille a eu 2 ans, je me suis dit, ah, je me sens mieux. Ah, puis j'ai commencé à écouter les podcasts, la matrescence, et je me suis dit, oh là là, mais c'est ça, en fait. Et j'ai découvert qu'il y avait un monde. J'ai découvert l'association Maman Blues. J'ai découvert Instagram, qu'il y avait des comptes, qu'il y avait des mamans qui avaient vécu la même chose que moi, qui avaient été dans la même détresse, qui avaient... Et je me suis dit, mais... J'ai découvert qu'il y avait un mot sur ce que j'avais vécu. La première fois que j'ai rencontré la psychologue, c'était la psychologue de la maternité. Donc ma fille avait 3 mois, je venais de reprendre le travail et j'ai pas pu en fait. Et du coup, je suis allée la consulter et je lui ai demandé un jour parce que ça allait vraiment pas. Quand même, dans le quotidien, des fois, ça allait vraiment pas. J'avais des idées noires, j'étais vraiment très déprimée. Je pleurais plusieurs fois par jour. J'avais des accès de colère. J'avais plus de goût à rien. Quand on me demandait qu'est-ce que tu veux, je savais même pas moi-même ce que je voulais. Des fois, j'avais envie de prendre un billet d'avion, de partir très loin, mais toute seule. C'était vraiment compliqué. Et puis, il y a des jours, ça allait mieux. C'était quelque chose de très en dents de scie, de très sournois. Il suffisait d'un grain de sable pour que ça parte. C'était compliqué. Et je lui ai demandé à cette psychologue, mais vous pensez pas que je fais une dépression? Elle m'a dit, non. Si vous faisiez une dépression, vous seriez pas devant moi, vous seriez au fond de votre lit. Ce qui est totalement faux. Surtout dans le cas des dépressions postpartum qui ne sont finalement pas, qui n'ont de dépression des fois que le nom. Il y a des dépressions postpartum qu'on appelle souriantes, par exemple, où la femme est toujours très souriante, mais en fait, elle meurt à l'intérieur. Ce sont voilà, c'est une véritable maladie, c'est un véritable mal-être, mais qui prend plusieurs formes en fonction des personnes.
de son origine, de ce qui se manifeste de différentes façons. Il y a des femmes qui vont rejeter leur bébé, il y a des femmes qui vont entrer en fusion avec leur bébé. C'est quelque chose de très polymorphe, en fait, qui est encore mal connu. Et la preuve, même la psychologue de la maternité a priori, n'avait pas forcément, je pense, conscience de tout ça, puisque sa réponse n'était pas adaptée, en fait. Du coup, on parlait beaucoup du travail, finalement, voilà, c'était pas forcément axé sur ça. Après, elle m'a orientée m'a quand même dit que j'avais besoin d'avoir un suivi plus régulier, donc comme elle m'a orientée vers un collègue à elle en psychothérapie. Je pense que c'était pas le moment, je pense que j'étais pas prête, c'était pas la bonne personne non plus. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont joué, qui fait que du coup j'ai rapidement arrêté, j'ai dû faire 3 séances, franchement après j'y suis pas retournée. J'avais toujours une bonne excuse, hein, j'avais pas le temps avec le travail, parce que du coup entre-temps j'avais changé de travail. J'ai testé plusieurs travails, c'est pareil, je me suis cherchée, je pensais que le problème c'était ça, d'où le fait que j'ai fini au labo. Mais non, en fait le problème c'était pas ça. Donc j'ai cherché à résoudre par d'autres moyens. Je suis allée plutôt voir, comme je te disais, j'ai coupé les ponts avec ma mère. Enfin, j'ai cherché à résoudre par ces moyens-là aussi. Et puis voilà. Enfin, après, on refait pas l'histoire. Hein. Ça se serait sûrement passé beaucoup plus rapidement et très différemment si j'avais tout de suite. Je sais pas, par exemple, si à la maternité, on m'avait dit, vous savez, le postpartum, des fois, c'est pas. Enfin, ça peut être très bien. Enfin, ça peut être très bien vécu, mais ça peut aussi être très mal vécu. Si jamais vous sentez que vous pleurez beaucoup, que vous vous sentez pas bien, que je sais pas, qu'il y a un truc bizarre, appelez ce numéro ou je sais pas, enfin parlez-en à, je sais pas, enfin donnez le nom de l'association Maman Blues par exemple. Il y a des associations qui existent, il y a des personnes qui existent qui peuvent vous aider. Ma sage-femme, elle est venue à la maison après l'accouchement, elle est venue 2-3 fois, mais elle m'a, enfin elle demandait plus à mon périnée comment il allait qu'à moi. Enfin moi après voilà. C'est ce qu'on peut entendre hein, quand on entend Ilana Weissman parler ou d'autres femmes parler, enfin des témoignages. C'est très disparate en fait, c'est-à-dire que là, c'est très professionnel dépendant. Soit on va tomber sur quelqu'un qui va avoir cette sensibilité au postpartum, qui va pouvoir euh, et psychologique d'ailleurs, qui va pouvoir former un petit peu sur le postpartum. Enfin voilà. Dire il peut se passer ci, il peut se passer ça, et qui va avoir cette sensibilité en postpartum de dire et sinon madame, comment vous vous sentez? Comment ça va vraiment? Et pas juste dans votre corps, dans votre esprit aussi, comment ça va en fait. Je pense que ça peut tout changer. Parce que je pense que ça déclenche quelque chose. C'est comme quand tu appuies sur un bouton, il y a des mots-clés comme ça, il y a des choses. Ça veut dire qu'aussi ça ouvre un espace de parole. C'est pas juste... ça veut dire tu as le droit d'en parler. Et si tu me poses la question, c'est peut-être que la façon dont je me ressens est légitime. Et c'est peut-être que du coup j'ai le droit de pas me sentir bien. Parce que cette image en fait de la maternité heureuse, elle est, elle colle à la peau, tu vois. Elle est très difficile à contrer finalement, alors que elle n'est pas forcément majoritaire. Ou en tout cas, c'est pas 100% du temps, c'est pas possible. Tu peux pas être au top 100% du temps. Donc en fait, il faut accepter qu'il y ait ces deux côtés, mais c'est comme dans la vie de tous les jours. Il y a des jours, tu te lèves du pied gauche, t'es pas bien. Il y a des jours, t'es hyper en forme. Enfin, et dans la maternité, c'est pareil. C'est des moments de vie où on est fragile psychologiquement. C'est des moments de remaniement identitaire qui sont très importants, qui du coup fragilisent encore plus et qui amènent à des questionnements. C'est pas pour rien que beaucoup de femmes changent de travail à ce moment-là. C'est pas pour rien, voilà, qui y a plein de choses qui se jouent à ce moment-là. C'est des mécanismes qui sont normaux en fait presque, mais dont on parle pas parce que c'est tabou en fait encore, on n'en parle pas et si je vais même plus loin, je dirais que c'est presque une maltraitance de laisser les femmes en fait dans ce désarroi. L'infirmière à la maternité m'a vu pleurer énormément et devrait y avoir quelque chose quand tu vois une femme dans cette détresse, déjà dès le postpartum immédiat, quelque chose à dégainer, tu vois, genre de dire ça reste de l'au cas où parce que bien évidemment qu'il y a plein de femmes qui ne ressentent pas ce mal-être, enfin qui sont épanouies dans leur maternité, enfin bien évidemment et heureusement, merci quoi. Enfin sinon je pense qu'il y aurait plus d'enfants sur cette terre mais la dépression postpartum, comme toutes les dépressions, est une maladie et c'est très important de considérer cela comme une maladie. Déjà par soi-même
et par son entourage. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent qu'il suffit de se dire « je vais mieux » pour aller mieux. Et alors on entendait « mais si, bouge-toi, ça va te faire du bien » ou « mais je comprends pas, t'as tout pour être heureuse ». Mais ces remarques rajoutent en fait de la culpabilité à la personne déprimée. On a le droit de se sentir mal, et on a le droit de le dire, même quand on vient de devenir mère. Et je dirais même encore plus quand on vient de devenir mère. Alors c'est bien d'avoir c'est bien d'avoir entendu le mot oui dépression postpartum, c'est bien. Mais en fait, au-delà de tout ça, c'est déjà bien de savoir qu'on peut se sentir que peut y avoir un mal-être. Parce que des fois les baby blues aussi, il peut durer jusqu'à 1 semaine. Si les symptômes dépassent les 10 jours, là par contre ça devient plus compliqué du coup. Il faut agir. Ce qu'il y a en plus, c'est qu'en fait, ce sont des mots, MAUX, où il faut agir. Enfin, plus tu vas agir rapidement et moins d'impact ça aura en fait. C'est ça. Mais le problème, c'est que déjà le temps d'identifier le truc, parce que t'as la fatigue, t'as les hormones, il y a tellement de facteurs en fait qui jouent. Tu te dis bon, là je suis fatiguée. Voilà, c'est normal, je pleure, je suis fatiguée. Parce elle est trop mignonne dans son petit body tout rose. Enfin voilà, il y a tellement en fait de facteurs que c'est difficile aussi d'identifier. Est-ce que c'est un mal-être ou est-ce que c'est parce que je suis KO ou est-ce que c'est parce qu'il pleut dehors ou est-ce que voilà, ou est-ce que c'est parce que elle a fait que de pleurer et que du coup je suis quand même je suis quand même stressée. C'est quand même difficile d'identifier que c'est vraiment ça. Donc sans avoir forcément entendu parler peut-être parce que là je pense que c'est carrément des vraies préparations au postpartum du coup qu'il faudrait déjà de savoir que en plus de la fatigue et tout ça, peut aussi y avoir ce mal-être. Après moi, j'ai côtoyé des femmes en postpartum, mais c'était dans le cadre de mon travail et c'était dans des situations compliquées. Un bébé prématuré, c'est complètement différent, c'est compliqué. La femme qui va pleurer, elle va, la plupart du temps, c'est par rapport à la situation de son enfant. Ça peut être aussi, en fait, je dirais que les mots, la manifestation de la dépression postpartum dans le cadre de la prématurité vient plus tard, je pense. Une fois que l'enfant entre guillemets est sorti d'affaire, tu vois, on est moins centré sur l'enfant, du coup on développe peut-être plus de symptômes. Au début, je pense que tout est mélangé. Donc en soi, j'ai déjà vu des mères dans un mal-être. En maternité, pareil, mais en maternité, on parle beaucoup de baby blues les premiers jours, donc identifier une vraie dépression postpartum les premiers jours, c'est compliqué, je pense. Donc finalement, après, mis à part ça, je savais pas ce qui se passait après, tu vois. Donc je savais que ça pouvait exister transitoirement, mais je savais pas que ça pouvait, que la dépression postpartum en elle-même existait bien après, même jusqu'au 1 voire 2 ans de l'enfant. C'est quand même c'est quand même terrible, quoi. Quand tu penses que 10 à 20% des femmes, en fonction des études qui sont faites, tu te dis mais c'est énorme en fait. 10 à 20%, c'est quand même beaucoup. Mais ce sont des chiffres minimisés, forcément, puisque il y a peut-être même encore à l'heure d'aujourd'hui des femmes qui ont fait une dépression postpartum, mais qui ne s'en sont pas forcément rendues compte. Tu vois, ou qui l'ont pas identifié comme tel par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, que ça peut et que ça peut être confondu aussi avec d'autres symptômes ou d'autres aléas du postpartum, je dirais. Comme dirait Élise de l'association Maman Blues, c'est un chiffre minimisé. C'est pour ça qu'il est temps d'en parler. Pour Chloé, son diagnostic est posé officiellement en janvier de cette année. Sa fille allait avoir 3 ans. Elle a donc traversé cette période sombre dans la solitude complète. En fait, je m'en suis rendu compte au fil, quand ma fille a eu 2 ans, je t'ai dit, c'était au confinement il y a 1 an, à beaucoup écouter de podcasts, à lire des bouquins là-dessus, à lire des articles, vraiment, j'ai commencé à me documenter à fond. Je me suis mise sur Instagram, j'ai regardé quelques comptes, voilà, j'ai commencé à vraiment me documenter et je me suis dit, mais en fait, putain, mais c'est ça que j'ai vécu. Donc, je me suis auto-diagnostiquée, déjà d'une part, et
Et d'autre part, en fait, j'ai entamé, enfin, une vraie, du coup, psychothérapie. J'ai commencé il y a 1 mois et demi, 2 mois et voilà, enfin, au fur et à mesure de un petit peu de la présentation, je lui explique ça et elle me dit, «Bah oui, vous avez fait une dépression postpartum». Voilà et là, je me suis dit: «Pourquoi je t'ai pas rencontré avant?» Voilà, voilà, une professionnelle m'a dit: «Oui, vous avez fait une dépression postpartum». Heu, voilà, donc je ne suis pas folle, j'avais bien identifié, ce qui m'était arrivé, mais voilà, c'est au travers, vraiment d'une documentation, diverse et variée que je me suis dit: «Mais attends, ça a résonné en moi, hein, c'était c'était assez fou d'ailleurs et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un bien fou de me dire: «Oh, OK, bon, bah, c'est ça en fait». Franchement, je vais dire un chiffre au pif, c'est sûrement pas peut-être pas vrai, mais comme je pense 50 des femmes qui vivent ça en fait. C'est-à-dire que ça rentre presque dans ton quotidien finalement. Tu vois bien qu'il y a un truc qui cloche, mais tu as toujours, le travail qui prend le dessus, voilà, tu sais aussi, bah, que tu dois, enfin, tu as aussi la charge mentale après qui vient s'ajouter, donc tu tiens ta maison, tu essaies de remettre ton couple un peu à flot. Du coup, tu te laisses, peut-être moins, emporter par tout ça et c'est un truc un peu lent, un peu insidieux et puis tu sais pas pourquoi il y a un soir, tu vas pleurer pendant 4 heures et puis il y a des jours, ben, tu auras plus envie, tu regretteras presque d'être maman. Enfin, voilà, et puis il y a des jours, et ben, tout va bien se passer, tu seras heureuse et puis en fait, ben, ça revient toujours en fait puis un jour ça part et puis un jour, ben, c'est pas revenu en fait et là je me suis dit: «Bon». Je dirais que ça s'est estompé quand elle avait 1 an et demi. Déjà ça s'est énormément estompé, j'ai eu un gros rebond, quand elle a eu 1 an et demi, j'ai eu une grosse phase où ça allait pas du tout. J'ai, coupé les ponts avec ma mère et du coup après déjà ça allait beaucoup mieux et je pense que j'étais rentrée dans une autre phase dans un autre processus en fait. J'avais vraiment envie que j'en avais marre en fait. J'en avais marre de ressentir toujours cette pesanteur et puis je pense que ça va de pair aussi avec l'enfant qui grandit, qui est moins indépendant, les interactions sont différentes, on se sent peut-être moins agressé du coup par cet enfant, heu qui demande toujours plus en fait, qui est très énergivore. Ils le sont toujours à 3 ans, je confirme, hein, mais c'est complètement différent en fait, il y a moins cette, idée de survie et je pense que tout est lié. Après voilà, c'est vraiment je me suis sentie bien quand elle a eu 2 ans. J'ai commencé aussi à être beaucoup plus affirmée dans ma maternité. J'ai commencé à faire des choix, à me dire: «Attends, attends, attends, quel genre de maman tu veux être?» À me renseigner un peu sur l'éducation positive, à m'affirmer en fait dans ma maternité. Je pense que ça m'a donné confiance aussi. Je pense que j'avais besoin de ça aussi j'ai commencé à être plus sereine, à voir en fait que, je faisais des trucs bien. J'avais une vision beaucoup plus positive de moi et de ma maternité en fait et je voyais que, bah, qu'elle était épanouie et du coup je me suis dit: «Bon, en fait c'est tu pas trop, fait n'importe quoi. Tu peux arriver à faire enfin, à être une bonne maman, donc fais-toi confiance et voilà et je pense que ça s'est fait au fur et à mesure, mais oui, oui, je sais bien évidemment que je pense que ça aurait été plus plus rapide peut-être si j'avais, trouvé les ressources, si j'avais cherché les ressources et si j'avais, voilà, été diagnostiquée avant. Enfin, j'en sais rien. Après, en même temps, tout ce qui s'est passé, du coup, fait partie de mon histoire et enfin, de la personne que je suis devenue, du coup, quoi. Mais voilà. Après, tu peux avoir, en fonction, des femmes, différents symptômes. Tu peux avoir, en fait, tu as des formes qui sont plus ou moins, légères, en fait. Tu peux avoir des formes légères, modérées, des formes graves. Ça ressemble quand même assez à la dépression. Tu as une humeur triste, tu peux avoir un ralentissement parfois, psychomoteur aussi. Tu peux avoir, comme je disais, un rejet de l'enfant, plus envie de rien. Il y a des personnes aussi qui ont des troubles de l'appétit, des personnes qui vont grossir, des personnes qui vont beaucoup manger pour compenser, des personnes qui vont plus rien manger. Des troubles du sommeil. Moi, j'avais beaucoup de troubles du sommeil. Je faisais beaucoup d'insomnie
On dit dors quand bébé dort, mais enfin, moi j'arrivais même plus à dormir, même moi toute seule en fait. Euh, Après voilà, beaucoup de pleurs qui étaient déclenchés par parfois rien du tout. Enfin, tu vois, un paquet de pâtes qui tombe par terre, c'était assez violent du coup parce que c'était parfois des petites choses du quotidien auxquelles on fait face en fait habituellement. Ça fait partie. Enfin, tu sais, on a toujours tous connu cette matinée pourrie où tu enchaînes les catastrophes les unes après les autres parce que t'es un peu Gaston Lagaffe ce jour-là. Et ben en postpartum, enfin en tout cas en dépression postpartum, le moindre petit truc pouvait déclencher chez moi des pleurs. J'étais très 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 angoissée. J'avais une hypervigilance envers ma fille, c'est-à-dire que je me levais plusieurs fois par nuit quand elle dormait pour aller la voir si elle respirait. J'avais des angoisses de mort tout le temps en fait, enfin par rapport à elle. J'étais très stressée du coup, j'étais jamais sereine, j'avais peur de tout. Euh, Après, moi j'ai pas eu ça, mais tu peux avoir des phobies d'impulsion aussi, qui sont finalement une manifestation de tes propres peurs en fait. Une phobie d'impulsion, c'est la vision de soi faisant du mal à son enfant. Enfin, c'est quelque chose, on se voit en fait euh, lui faire du mal en fait. Euh, voilà. Après, ça peut se manifester de différentes façons, mais voilà en gros un peu les symptômes principaux. Voilà. Et puis justement, enfin, c'est un peu ce qui est peut-être aussi, enfin, ce qui fait peut-être aussi, pardon, que c'est difficile à être diagnostiqué parce que c'est un peu voilà ce truc un peu de haut et de bas justement. Il y a un fond toujours de mal-être, mais qui peut être masqué certains jours parce que ben, enfin, finalement ça va un peu mieux. Je sais pas, ton enfant fait des sourires. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui font que. Après, c'est pour ma part en tout cas. Enfin ça c'est ma propre expérience, mais il y a de multiples manifestations de symptômes en fonction de la dépression et en fonction de ce qu'elle va toucher plus particulièrement en fait. Durant cette période, les impacts sur la famille ne sont pas à négliger, sur le coparent et sur l'enfant. Comment Chloé a-t-elle géré cela ? C'était très compliqué. C'était très compliqué. Ouais, on se comprenait plus vraiment. Enfin, il comprenait pas en fait ce qui se passait. Lui, il pensait on allait avoir un enfant et c'était voilà. Il me disait on a tout pour être heureux. Je comprends pas. Et des fois, je lui disais mais moi non plus je comprends pas en fait. Et c'était vrai. Moi non plus je comprenais pas. Enfin, ce qui se passait en fait en moi, parce que du coup ça retentissait sur la vie aussi. Donc je comprenais pas. Et je pense qu'il comprenait pas que je comprenne pas. Donc enfin c'était tout un truc. Oui, on a failli se séparer. Enfin c'est pas passé loin. Disons que il est resté, je suis restée, et voilà, on a appris à se reconstruire après ça, mais c'était très compliqué, c'était vraiment très compliqué. On en a déjà reparlé plusieurs fois, mais c'était il y a pas longtemps. Bon, déjà, je sais qu'il a pas du tout envie d'avoir un deuxième enfant parce que, enfin, il le dit lui-même, il est un peu traumatisé de cette période qui était vraiment compliquée. Et puis voilà, enfin voilà, il m'a juste verbalisé que, enfin, voilà, que lui aussi devait s'occuper de ci, de ça, que du coup, le fait que moi j'étais dans une qui s'attendait pas à ça, que le fait d'être confrontée à ma propre qui comprenait pas, et que du coup le fait d'être confrontée à ma propre mon propre mal-être, ma propre souffrance et mes réactions parfois qui pouvaient être, je pense, disproportionnées, il se retrouvait en défaut et en incompréhension totale. Il me disait mais c'est pas, enfin ce qui m'a souvent dit c'est pas ce qu'on était censé vivre. Oui, mais c'est ce qui est arrivé et on l'a pas choisi en fait. Et j'ai eu besoin aussi de lui dire je l'ai pas choisi, ça m'est tombé dessus. Moi-même j'ai pas compris. Moi-même ça m'a bouleversée et j'ai rien maîtrisé et c'est ça qui était difficile. Euh, et c'était une maladie en fait. J'étais malade. Enfin voilà, et de pouvoir aussi aujourd'hui mettre un peu les pendules à l'heure et lui dire ben enfin je veux que tu comprennes que moi aussi j'ai subi en fait, j'ai pas choisi. On a tous subi, ça nous a impacté tous les trois.
et à des degrés différents et de façon différente chacun, mais ça nous a impactés. C'est Je vais pas comparer ça à un accident de voiture, mais presque, tu vois? C'est une épreuve de la vie qui est arrivée comme ça et que personne n'a choisi et que je pense que si on pouvait choisir, eh ben, personne ne voudrait vivre ça, bien évidemment. En fait, les bébés, en fait, de mères déprimées, ont deux comportements. Soit c'est des enfants qui sont très actifs en fait dans la relation, qui vont toujours ramener la mère à eux, qui vont être assez bruyants, qui quand ils vont pleurer très fort, qui ont besoin vraiment de tirer cette mère à eux. Ou soit c'est des bébés qui sont complètement en retrait, des bébés on dit oh mais il est trop sage, il pleure jamais, il est très discret, des bébés qui ont vraiment ce besoin de les bébés comprennent très très bien les choses et les bébés qui parfois voilà se font vraiment discrets. Euh, Après, je lui ai toujours beaucoup parlé. Je pense que je lui ai beaucoup écrit aussi. Elle aura accès à l'information. J'ai écrit un blog quand elle était bébé, enfin quand elle était petite. J'ai commencé j'avais besoin d'écrire en fait. Et du coup, j'ai commencé par un blog. Il y a le compte Instagram, voilà. Enfin, elle aura accès à tout. En fait, je lui ai jamais rien caché. Je lui ai toujours dit aussi que les moments où c'était plus compliqué que maintenant qu'elle comprend, je lui explique des fois quand quand j'ai pu avoir des réactions plus vives ou autres, que là c'est parce que maman elle a été euh, prise par ses émotions et des fois tu sais quand on exprime nos émotions on peut les exprimer très fort en fonction de comment on se sent. Du coup ça m'a permis tout ça aussi de l'encourager à exprimer ses émotions. Moi c'est quelque chose qu'on m'a toujours stoppé là-dessus et du coup j'avais pas du tout envie de lui transmettre ça et au contraire et d'ailleurs elle exprime très bien ses émotions mais autant la joie que la colère enfin et j'ai l'impression que dans ce sens-là ça nous a aidés toutes les deux du coup ça c'est plutôt positif. Après on a une relation très fusionnelle, on est très 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 fusionnel, euh, on a beaucoup besoin l'une de l'autre, j'étais beaucoup sur elle, beaucoup toujours beaucoup dans la réassurance. Je lui disais, enfin toujours, hein, mais moins maintenant, mais que je l'aimais et que je serais toujours là. Voilà, beaucoup ce côté euh, très maternel. Je suis toujours en train de lui demander est-ce que ça va, t'as pas mal ci, t'as pas mal ça, est-ce que t'as bien mangé. Je suis toujours soucieuse, voilà, qu'elle aille bien, tu vois, même physiquement. Enfin, tu vois, il y a un peu quelque chose des fois de l'ordre si elle va pas bien je vais pas bien enfin c'est un peu voilà on est assez connectés mais ça commence à s'estomper un petit peu tout ça cette confusion commence vraiment à s'estomper on commence à être plus en paix et puis par contre du coup c'est un enfant qui communique beaucoup qui a su parler très tôt parce que je pense que comme je lui ai toujours beaucoup parlé je pense que je la saoulais d'ailleurs des fois du coup, je pense que ça a rendu les choses faciles parce que elle a tout rapidement su me dire je veux ça, je veux pas ça, j'aime pas ça. Voilà, du coup, on a pu rentrer rapidement dans un mode de communication verbal en fait qui nous convenait en fait comme ça et voilà. Après, c'est un enfant quand même un petit peu anxieux. Je pense que ça, peut-être, il y a peut-être un petit fond de quelque chose. Elle se ronge les ongles. Tu sens que elle a besoin de cette réassurance, de savoir que même des fois, si on se fâche, ben on l'aime quand même. Et en fait, dans la vie, on a le droit d'être fâché, en fait. Aussi, en fait. On a le droit d'être content, on a le droit d'être fâché, on a le droit d'être triste. J'ai toujours pleuré devant elle. D'ailleurs, j'ai fait un article là-dessus, enfin un post là-dessus, parce que ça me choquait toujours. Comme, ah, tu pleures devant ta fille, mais fais surtout pas ça. Bah, pourquoi, en fait? J'ai toujours pleuré devant elle. De toute façon, j'avais pas le choix, je pleurais des fois quasiment tout le temps. Ça m'est déjà arrivé, enfin, je la prends dans mes bras et je lui dis, vas-y, pleure, en fait, tu as le droit, enfin, tu peux pleurer, tu sais même pas trop des fois pourquoi tu pleures, mais si t'es fatigué, t'es agacé, t'es fâché, t'es triste, et ben tu peux pleurer. Et je reste là avec elle et je prends, enfin, je lui accorde le fait qu'elle a le droit, en fait, de pleurer. Et en plus, je reste avec toi. Donc je fuis pas, en fait, ton émotion, je reste avec toi. Et je lui montre aussi que ça me fait pas peur et c'est pas censé faire peur en fait. Mais ça, c'est
Ça, c'est encore mais je pense que notre génération, on est beaucoup plus sensible à tout ça. On est beaucoup plus en phase avec nos propres émotions, je pense. On commence, en tout cas et du coup, avec les émotions de nos enfants et grâce à tout ça, enfin voilà, j'ai bon espoir qu'on puisse du coup libérer encore d'autres choses. On a le droit de ressentir la joie, mais c'est tout. Alors qu'en fait, on on les traverse toutes, en fait. Et que quelqu'un puisse les recevoir aussi surtout, parce que les exprimer c'est bien, mais s'il y a personne pour les recevoir ou si elles sont simplement, niées ou dénigrées, c'est enfin du coup, tu vois, ça fait plus de mal que de bien finalement. Chloé puise dans son expérience personnelle, malheureusement synonyme de solitude, pour informer et partager. Elle décide de créer le compte Instagram Mal de Mer avec son joli jeu de mots et elle vous en explique ses missions. Dans quel but? En fait, les prémices en fait de ce compte, c'est un sondage que j'ai fait sur Facebook avec mes propres contacts Facebook. Je voulais savoir un peu, comment dire? Une fois que j'ai pris conscience en fait de tout ce qui pouvait exister, une fois que je m'étais beaucoup renseignée, je me suis dit mais attends, c'est pas possible. Il y a, il y a, il y a tout ça et personne n'en parle. Enfin, j'étais un peu révoltée en fait. Donc j'ai fait ce sondage pour auprès des mères en fait de mon Facebook pour savoir un peu comment elles avaient vécu leur maternité, comment enfin est-ce qu'elles avaient rencontré des difficultés, si elles avaient rencontré des difficultés, est-ce qu'elles avaient été aidées, est-ce que quelle forme d'accompagnement elles avaient eu. J'ai eu des réponses hallucinantes. J'ai eu une majorité de réponses de mères en difficulté en fait, mais en réelle difficulté, qui me disaient ben j'en ai jamais parlé, c'est vrai que j'ai ressenti ça et des choses très fortes en fait. Je me suis dit mais c'est pas possible. Enfin, c'est quoi cette injonction à se taire alors qu'en fait c'est pas grave. Enfin, il y a rien de mal à. Et je me suis dit il y a quelque chose à faire. À la base en fait, le mal de mer, je l'avais imaginé comme un conte de témoignage. Du coup, j'avais très envie de libérer la parole, de montrer en fait que c'était pas toujours rose et que c'était pas grave et que c'était pas parce que c'était pas toujours rose qu'on était une mauvaise maman en fait, et que ça n'avait rien à voir et que la maternité était teinte de 1000 couleurs et qu'en fait, ben, le noir et le gris en faisaient partie. Et puis en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire. Donc en fait, à travers ce compte, je partage des témoignages, bien évidemment, toujours. C'est l'essence du compte, et du coup voilà. Mais je partage aussi ma propre expérience parce que je pense que c'est un des témoignages les plus complets que j'ai du coup. Et j'aborde en fait toutes les difficultés qu'on peut rencontrer en tant que maman, donc plus particulièrement dans le postpartum, mais aussi en tant que maman. Et plus j'avance dans ce compte et plus je me rends compte qu'il y en a, plus je me rends compte que je suis inspirée. J'aborde plein de sujets, la solitude, enfin tout ce qui va être, je sais pas, enfin quand on nous demande alors tu fais quand le deuxième, tout ce que ça peut générer en nous. Le compte est très axé sur le côté psycho-émotionnel puisque voilà moi c'est ce qui a résonné très fort en moi. Voilà, j'ai envie de montrer que voilà peut y avoir de super côtés bien évidemment. Enfin c'est la plus belle expérience de toute ma vie. Enfin c'est ma fille, c'est l'amour de ma vie. Mais en même temps ça a été compliqué. Mais du fait que ça a été compliqué, ça fait partie aussi de notre histoire et je pense que ça m'a amené en fait à me questionner, ça m'a amené à grandir beaucoup et je pense que ça m'a amené à avoir des comportements envers elle, notamment, enfin, je lui ai toujours beaucoup parlé, je lui ai toujours expliqué beaucoup les choses. Voilà, je pense que tout ça a fait que finalement ça a plutôt bien fonctionné. En tout cas, j'espère, je pense. Elle a l'air plutôt plutôt bien. Et moi aujourd'hui, je me sens assez libérée de tout ça et je me sens quand même assez fière aussi de voilà d'une de m'en être sortie et de deux de d'avoir eu un peu ce rebond d'avoir envie d'en faire quelque chose. En tout cas, j'ai très envie d'en faire quelque chose. J'ai des projets aussi après au niveau professionnel. C'est pour ça aussi que je fais le diplôme universitaire. C'est pour ça qu'après, je pense que je vais faire encore d'autres formations. Il y a un monde en fait autour de tout ça qui est en pleine. Je pense que les gens sont, enfin, certaines personnes, en tout cas pas tout le monde, mais sont en prise de conscience en fait qu'il y a vraiment une grande importance de la prévention. La dépression postpartum, ça peut avoir un impact en fait sur le lien en fait entre la mère et l'enfant qui peut être très important négativement et ça peut avoir un impact en fait assez important sur le développement de l'enfant en fait surtout. Mais
pas forcément physique, mais en tout cas psychologique, comportementale. Enfin voilà, enfin, ce sont des réelles études avec vraiment des problématiques. Après, en fait, en prévenant la dépression postpartum, on peut arriver à prévenir certains troubles de développement de certains enfants. C'est quand même assez incroyable, et on se dit mais ok, ben allons-y alors. Et du coup voilà, j'avais envie aussi de participer à ça et de me dire attendez les gars, enfin ok c'est bien, hein, je sais pas, enfin j'ai pas d'exemple, mais telle personne qui accouche et qui met des photos 2 jours après en mode je suis hyper bien, c'est génial. Ouais, oui c'est bien, mais c'est pas que ça en fait. Et je pense que chacune d'entre nous, on devrait pouvoir se sentir libre et légitime de dire ouais, enfin là, voilà. Moi, j'ai eu des roulements de yeux quand je disais oui, enfin bon, c'est pas que du bonheur, parce que ça a pu m'arriver dans certaines situations de sortir ça un peu spontanément parce que c'est ce que je ressens, et que les gens ont tout de suite ce recul de dire ah bon, ah, mais t'es horrible en fait. Mais non, je suis pas horrible, je suis réaliste en fait. Enfin, et c'est pas pour ça que je l'aime pas ma fille, parce qu'il y a ça aussi. Du coup, on se dit oh, elle aime pas son enfant, mais ça n'a rien à voir. Il y a des jours ton conjoint t'agace, c'est pas pour ça que tu l'aimes plus. Enfin, c'est tout. Dès que ça touche la mère et l'enfant, il y a une espèce de sacralité de quelque chose de l'ordre de faut pas toucher à ça, faut pas surtout pas dire que ça peut être difficile. Enfin voilà. Mais en fait, c'est toujours plus. Du coup, tu te dis je vais jamais atteindre le sommet puisque c'est toujours plus. Il y a toujours, enfin, mieux que soi. Et puis on a tendance en plus à se comparer entre nous, parce que les mères entre elles sont très cruelles en plus. Alors qu'en fait, chacune a sa personnalité, ses difficultés, ses points forts. Enfin, c'est pas une compétition en fait, mais il y a toujours eu cette espèce de truc un peu, ouais, un peu bizarre autour de la maternité. J'ai presque envie de dire bizarre parce que il y a des choses que j'ai encore du mal à comprendre. Et donc j'avais vraiment, voilà, du coup moi j'ai vraiment cette envie de dire, ben voyez par exemple moi je vous raconte ça et j'ai pas honte de vous le raconter parce que je l'ai vécu comme ça et parce que je trouve que finalement ben ça fait partie de moi et ça fait pas de moi une mauvaise personne. Ben si moi je peux vous le raconter et que c'est bien accueilli parce que c'est un compte qui est très bienveillant et je reçois vraiment beaucoup de messages bienveillants et c'est chouette. Ben sentez-vous aussi libre, et c'est ça, et c'est ça que je trouve que je trouve chouette. L'autre jour, il y a une personne qui m'a écrit pour me dire, je voulais juste te dire merci parce que grâce à toi, j'ai mieux vécu mon postpartum. Et je me suis dit, ouais, c'est dingue en fait. Et en fait, c'est là que je me dis aussi, parce que mon compte Instagram, il y a, je sais pas, il y a peut-être 1800 abonnés, c'est une goutte d'eau. Enfin, c'est rien. Je suis un tout petit compte, je suis personne en fait, c'est rien. Mais je me dis, il suffit des fois d'un rien en fait pour changer beaucoup de choses. Si chacun fait un rien, par exemple, si ça peut donner l'élan, je sais pas, à tout, par exemple, parce que c'est principalement des femmes qui me suivent, quand elles ont une amie à elles qui est enceinte ou qui vient d'accoucher, ou quelqu'un de leur famille, d'avoir cet élan de dire mais comment tu vas, ou d'apporter un repas, ou d'oser en fait poser, voilà, la fameuse question comment tu vas, est-ce que tu as envie de parler de comment tu te sens, ou et pas seulement comment va le bébé, ou pas seulement d'offrir des choses à l'enfant, mais aussi de prendre soin de la mère en fait. Je pense que tu vois, ça peut finalement comme ça se propager en fait, un peu comme, je dirais, je ferais une mauvaise blague si je dis comme le Covid, mais mais tu vois, voilà, des fois d'une goutte d'eau peut, enfin, si je peux faire passer un petit message, c'est des fois c'est une petite goutte d'eau qui peut faire un océan. Donc voilà, si on peut disséminer quelques petites miettes à droite à gauche de bienveillance et de sororité, je pense que ça sera bénéfique pour tout le monde. C'est comme ça que les choses vont se libérer, je pense. Alors si vous avez envie de partager votre expérience de postpartum parce que vous vous êtes senti mal, n'hésitez pas à écrire à Chloé. Il n'y a que de la bienveillance et aucun jugement. Pour finir, Chloé me raconte son défi facile, qui même si elle ne veut pas trop s'en réjouir, je trouve lui est complètement légitime. Alors, je vais te dire le premier truc qui me vient. Enfin non, il y a deux trucs en fait. Je dirais le sommeil. Oui, alors je vais me faire détester par tous les gens qui écoutent ce podcast. J'ai un enfant qui dort extrêmement bien, extrêmement longtemps. C'est effrayant même d'ailleurs. Là d'ailleurs, on a même une prise de sang à lui faire pour essayer de comprendre pourquoi elle dormait autant.
On a eu très, très peu de soucis par rapport au sommeil. Elle fait 20h, 10h du matin, sans problème. Elle ne se réveille pas la nuit. Elle s'est réveillée très, très peu la nuit, en fait. Quand elle a eu 5 mois, on l'a mise dans sa chambre parce qu'en fait, on faisait du cododo, donc elle avait le berceau à côté. Et en fait, on s'empêchait de dormir. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être que si je mets dans sa chambre, peut-être que ce sera mieux. Et en effet, ça a été beaucoup mieux pour toutes les deux. Et voilà. Après, il y a eu quelques petites phases. Tu sais, ils ont des petites phases où il y a des régressions de sommeil. Donc, le soir, on avait changé un peu les rituels. Elle avait quelques petites terreurs nocturnes, mais ça durait à chaque fois peut-être je sais pas, 2-3 semaines. Et puis après, voilà, et j'ai pas de problème d'endormissement. J'ai pas de problème. J'étais préparée à plusieurs soucis, du coup, qu'on n'a pas rencontrés. Donc, écoute, c'est tant mieux. En tout cas, là, sur ce point, d'ailleurs, je pense que les gens qui me suivent sur le compte doivent se dire, mais en fait, je parle pas du sommeil parce que je me sens pas légitime d'en parler puisque je n'ai pas, mis à part les premiers mois de bébé parce que c'est un bébé. Je me sens, enfin, j'ai pas eu de difficulté par rapport à ça, en tout cas, pas trop. Après, le deuxième point, donc là, ça y est, t'as perdu la moitié des gens qui t'écoutent à cause de moi. Voilà. Moi, en fait, c'est mon tabou, c'est le sommeil de dire ma fille dort super bien. Après, le deuxième point, voilà. Le deuxième point sur lequel finalement ça a été très facile et pareil, sur lequel j'avais pas des angoisses, mais j'avais entendu des tas de trucs, c'est la propreté. En fait, j'avoue, je me suis beaucoup reposée sur la nounou, qui est souvent plus, elle ose plus que moi. Elle m'a, ma nounou, c'est, je pense que là, on va finir le contrat fin août et je vais pleurer, je pense, toutes les larmes de mon corps parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel qui m'a beaucoup accompagnée dans la maternité. Enfin, elle m'a guidée en fait, et elle m'a guidée. Elle l'a fait toujours de façon très bienveillante. Euh, et aussi parce qu'en fait, elle connaît très très bien ma fille et elle la comprenait très bien. Et du coup, elle me disait, ah bah moi j'ai testé ça et finalement elle a bien aimé, donc bah voilà. Enfin voilà, elle a su être à l'écoute au moment, enfin dans les moments où il fallait. Et du coup, je me suis beaucoup reposée sur elle pour pas mal de choses. Elle me disait, ah bah j'ai testé ça comme aliment, ah bah d'accord. Comme j'y connaissais pas grand chose, je me disais bon bah d'accord. Et puis la propreté, c'est elle qui a initié un peu le truc. Moi, j'ai un peu suivi. J'avoue, en plus, j'avais pas cette pression de l'école parce qu'elle va à l'école que en septembre là. Donc du coup, j'avais pas du tout cette pression. Donc on a fait en mode à la cool. Et ça s'est très bien passé. Et elle est propre. Enfin, elle a été propre à son rythme. J'ai envie de dire pas rapidement ni autre, mais c'est pas une compétition. Enfin, moi, je trouve c'est bien du coup que ça, que ça se soit passé comme ça. Du coup, je suis contente. Voilà. Merci beaucoup Chloé pour ton témoignage. Il est très touchant et montre à quel point tu es une femme forte. Je te souhaite, à toi, Mélodie et ton conjoint, une très heureuse vie de famille pour la suite. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup en visibilité et surtout ça me motive à fond pour continuer ce podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta où vous pouvez me taguer sur cet épisode en story et je vous repartagerai. J'ai lancé aussi une newsletter pour vous en apprendre plus sur mes invités et partager d'autres podcasts dans le même thème. Le lien est dans la description. Si vous avez également des sujets qui vous tiennent à cœur ou que vous souhaiteriez voir traités dans un prochain épisode, vous pouvez me l'indiquer en commentaire Apple ou sur les réseaux sociaux, je les prendrai en compte. Portez-vous bien et à très vite.